Nicolas, qu'as-tu choisi comme premier élément d'actualité qu'il nous faudrait analyser? Ah oui, on a inversé le O et le Q. Ah voilà, magnifique. Quel magicien ce Raphaël. Et alors, 3 grands thèmes aujourd'hui. Le vivre ensemble. On va commencer de la façon la plus politiquement correcte qui soit. En particulier le vivre ensemble à Paris, comme il se porte bien, ce vivre ensemble à Paris. On fera ensuite un second thème sur le budget de la nation. Il y a encore à dire, dont le contre-budget du Rassemblement national. Et un troisième thème sur la faillite de l'État en général. Donc c'est pas seulement la faillite financière qui nous pend au nez, c'est la faillite de l'État qui est déjà bien avancée. Alors commençons tout de suite par le vivre ensemble à Paris. Les équipes municipales qui nous, après cette parenthèse enchantée, viol, accident, pas accident, meurtre routier maintenant. C'est la dernière en date. Donc la dernière en date, c'est que vous prenez d'un côté un vélo. Hein, on connaît le vélocycliste irascible, parisien. On a eu longtemps, on en a beaucoup moins, ça s'est beaucoup réduit. On avait ce que Philippe Muret appelait les rebelles à roulettes. Ils étaient avec leur trottinette électrique, ou auparavant même leur roller. C'est la rebelle attitude parisienne. Ce sont des rebelles à roulettes. Donc on a aussi des rebelles à roue. Ils sont pleins de contentement d'eux-mêmes. Ils sont tellement sûrs d'être dans la bonne doxa, de ne pas polluer, d'être des gens bien sous tout rapport, et de donner ainsi un gage à la société dans laquelle ils vivent. Donc, ils se comportent souvent comme de véritables sauvageons sur les routes, se croyant tout permis. Vous mettez en face un homme avec sa fille, passablement énervé par l'enfer routier du vivre ensemble parisien, vous créez une altercation et le drame arrive. L'automobiliste roule, paraît-il sur la tête, c'est d'une sauvagerie sans nom, du jeune cycliste. Résultat, un mort et plusieurs vies brisées, évidemment. On imagine les années de prison que va faire le papa de cette petite fille. On imagine la peine de la famille de la victime. Voilà. Et tout ça, évidemment, c'est de la faute. Yann Brossat, c'est un de mes préférés à la mairie de Paris. Celui-là, Brossat, rien que de le voir, vous avez tout de suite compris. Donc Yann Brossat explique que tout ça, c'est à cause des SUV. Alors, c'est même pas un SUV, mais en tout cas, ils sont super taxés. Je rappelle d'ailleurs que ça n'a pas donc dû suffire, Madame Hidalgo. Hein. Rappelez-vous, au printemps, elle avait organisé un référendum. Vous imaginez l'oligarchie hors sol qui génère des référendums en faisant très peu de publicité, avec un vote très faible et encore à peine 50% d'avis favorables. Par rapport à des Parisiens qui en plus s'en foutent puisqu'ils n'ont pas souvent de bagnoles et souvent pas de famille non plus. On se demande bien pourquoi. Plus de 50% des Parisiens. Sodome et Gomorre, 50%, ils n'ont pas de gamins, donc qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ceux qui roulent en espace et autres. Donc tac, ils sont allés voter pour qu'on surtaxe sur les places réservées aux voitures, qui se raréfient, mais par contre, ce qui ne se raréfie pas, c'est les contrôles et le prix si modique, hein, une petite amende. Eh ben, il faut croire qu'on a beau créer cet enfer, il y en a encore, et alors ce sont des monstres, évidemment. Après, le couteau fou, le SUV fou. Donc, Monsieur Brossat veut bannir les SUV de Paris. Mais ça, c'est pas de la récupération. Ça, ce n'est pas de l'amalgame. Autant, oh mon Dieu, ça me glace, je suis glacé avec ces affiches sur Philippines, cette extrême droite hideuse qui récupère, qui amalgame. Autant, non, Monsieur Brossat, il faut protéger les migrants sous OQTF dans la boîte Boulogne. Je rappelle qu'hier, il y a encore eu une tentative de viol dans le bois de Boulogne, mais par contre, ces SUV, il faut les bannir et les automobilistes qui vont avec. Je dirais que ce vivre ensemble, bourré de règles, bourré de normes, de réglementations, évidemment, génère l'enfer.
Parce que Alain Gérard Slama, qui était un de mes maîtres à l'Institut d'études politiques de Paris, appelait l'angélisme exterminateur. Qui fait l'ange fait la bête. Et à vouloir être dans cette position de l'angélisme, de vouloir avoir les mains tellement propres qu'ils n'en ont même plus de mains, disait Julien Binda, eh bien, il génère un enfer urbain, qui génère ces folies, qui sont l'inverse même du vivre ensemble. J'ai pas besoin de développer quand on voit les conséquences et les résultats de ce qui s'est passé. Je vais continuer, peut-être avant de laisser Lara réagir à ce premier thème, je vais peut-être continuer sur une tentative de viol dans un VTC. Ah, cher Bobo, vous êtes content, vous avez vu la population des VTC, des gens dont on a bien besoin. Hein. Et ça coûte en effet Uber, Bolt, ça coûte beaucoup moins cher qu'un taxi. Sauf que vous avez dans le lot bien, tout un tas d'individus. C'est comme Uber Eats, c'est comme tout ça. Ils ont importé une armée d'esclaves, nos bobos, à Paris, ils en sont très contents, c'est pour ça qu'ils votent à gauche. Bien sûr, c'est la main sur le cœur, on va les croire. Et parfois, il y a ce genre d'incident assez désastreux, donc avec une fille là qui a manqué, et c'est assez souvent que ça arrive, hein, j'alerte les femmes en particulier, de situations de viol dans ces transports qui normalement sont là pour ramener souvent de jeunes filles d'une sortie, d'une boîte de nuit, d'une soirée entre amis. On pense qu'on n'aura pas le sort de Philippines en ne traversant pas le bois de Boulogne. Et finalement, c'est la même chose. Encore le vivre ensemble de Yann Brossa et d'Anne Hidalgo. On en redemande. On en redemande. On va finir cette belle thématique digne de F de Souche par l'assassin de Philippines. Donc au QTF, réfugié en Suisse. C'est un réfugié. Il a un statut de réfugié, celui qui a fait appliquer en effet son statut de QTF, comme le dit Raphaël. Il fait bon vivre finalement. Je croyais que c'était la ville la plus merveilleuse du monde avec les Jeux Olympiques Paris. Non, il est en Suisse, il a envie d'y rester. Comme c'est étonnant. Voilà, donc il ne veut pas, il fera obstacle à son extradition. Ça ne veut pas dire qu'il ne finira pas dans les geôles françaises, en tout cas devant déjà un policier puis un juge. Il ne perd rien, certes, pour attendre, mais en tout cas, malgré l'Europe de Schengen, on voit que c'est pas si facile que ça, et que des frontières, qu'il y a encore des pays qui font respecter les frontières. Nous, ça fait bien longtemps que c'est plus le cas, qui permet justement à des barbares de venir violer et tuer. Je sais, je suis très démagogue ce matin. C'est comme ça, je me suis réveillé comme ça. De malheureusement voir quand même ce qui est un simple constat, ce qui est de l'amalgame, bien sûr, comme si je généralisais. Je ne généralise en aucun cas. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui sur la ville enchantée de Paris, dont on a vu le beau village Potemkin pendant les Jeux Olympiques Paris 2024. Je vais donner tout de suite la parole à Lara. Lara qui a une expérience, évidemment, non pas uniquement en tant que personne qui connaît la vie parisienne, tel un citoyen qui se balade, mais qui connaît en tout cas les arcanes du pouvoir, d'une certaine manière, de la zone parisienne, avec une expérience politique aussi, si je ne me trompe pas, parce que Lara Stam était une élue locale. Donc Lara, est-ce que tu as un commentaire particulier sur l'évolution finalement, parce que cette anecdote du SUV ou même malheureusement de l'augmentation des faits divers qui nous montre l'évolution du vivre ensemble et de cette capitale ville du diable qui semble en tout cas drainer de plus en plus le mental, l'envie de vivre et malheureusement les vies directement. Est-ce que tu as un commentaire particulier par rapport à ce que vient de dire Nicolas sur ce point-là qui ne cesse d'empirer malheureusement dans la capitale des Français? Alors oui, j'ai une précision à apporter, petit rappel, hein, lorsqu'il y a eu la votation sur le SUV, la publicité sur cette votation a été telle que seuls 5,68% des Parisiens sur 1,3 million, donc 78 000 seulement sur 1,3 million ont voté pour apporter à 54%, c'est-à-dire on est encore à 2,5% des Parisiens pour apporter la réponse que souhaitait Madame Hidalgo. Donc, vive la démocratie et vive cette votation qui porte mal son nom. Ça, c'est ce que je voulais apporter comme particularité, réaction
à votre démonstration, Nicolas. Et puis une autre chose, c'est-à-dire que boulevard Malesherbes, pour avoir travaillé pendant des années dans un bureau boulevard Malesherbes au niveau de la Madeleine, au niveau 9, hein, moi j'ai constaté que vraiment il y a des endroits qui sont très très improbables. C'est-à-dire qu'il y a des accidents tout le temps. Mais tant qu'il n'y a pas de mort, en fait, la mairie de Paris ne réagit pas. Il n'y a pas de feu installé. C'est-à-dire, il y a une priorité à droite à un moment qui arrive, qui crée énormément d'accidents, avec un passage piéton libre, c'est-à-dire qui n'a pas de feu. C'était flagrant, hein. Tous les jours, il y avait un accident. Bon, ça faisait pas de mort, ça faisait des blessés, mais c'est une zone extrêmement accidentogène, boulevard Malesherbes, en plus d'être une zone sans arrêt bouchée. Donc voilà, boulevard Malesherbes est une épreuve pour les nerfs des automobilistes. Et donc quand ils rajoutent des vélos, bah ça doit être quelque chose dur à supporter, à mon sens. Donc voilà, c'était ma réaction. Et donc encore une fois, dans cette histoire-là, c'est pas un SUV, c'est une Mercedes. Va savoir ce qui s'est passé entre le cycliste et l'automobile, sachant que quand même, quand on est piéton à Paris, faut voir comment on se fait engueuler par les vélos quand on est, oh mon Dieu, un pied sur une piste cyclable et qu'ils arrivent à toute allure, et quand ils vous frappent, bah, ils s'enfuient et il n'y a pas de numéro d'immatriculation. Donc ce sont des cyclistes parisiens, sont à mon avis une race à part, assez enragée et pénible à vivre. Ça, c'est mon avis. Enfin, après, loin de moi d'imaginer, enfin de dire que ce qui s'est passé est normal, ou cette réaction est quelque chose de bon, hein. Donc, mais bon, mon expérience en tant que Parisienne sur ces aspects-là, je peux dire que je suis ravie d'avoir quitté Paris, hein. Donc, voilà. Alors, comme commentaire, j'ajouterais, parce que je pense que parmi nos spectateurs, il y en a beaucoup qui seraient aussi comme moi, finalement, c'est-à-dire non parisiens. Donc, nous sommes d'humbles provinciaux, car c'est vrai que les Parisiens prennent un malin plaisir à parler de Paris et du reste du monde, ou en tout cas de la province. Mais toutes les villes sont profondément affectées par cette situation, et qui a des conséquences catastrophiques, non pas uniquement, malheureusement, sur ces faits divers-là, c'est-à-dire des Français qui ne peuvent plus circuler, qui ne peuvent plus travailler, enfin partir au travail en paix, qui en plus se retrouvent donc lors de leur circulation en guerre du tous contre tous, c'est-à-dire à vouloir haïr celui qui se déplace aussi, avec des moyens qui sont supprimés petit à petit par le pouvoir, ou imposés de l'autre côté, c'est-à-dire d'un côté les véhicules qui sont de plus en plus supprimés, et on veut faire la promotion de vélos ou autres, de personnes qui ne connaissent pas en plus le code de la route, enfin bref, c'est un autre débat, mais qui a des conséquences catastrophiques. C'est-à-dire, je parlerai pour une autre ville, comme je vous le rappelle régulièrement, le Bordeaux est un magnifique exemple. On a un article très intéressant qui est sorti il y a une semaine, qui montre une inquiétude profonde de la ville bordelaise, et je pense que ça doit affecter de nombreuses villes qui appliquent les mêmes politiques, c'est-à-dire de vouloir détruire et de pourrir la vie des Français pour les empêcher de circuler, que ce soit pour circuler et visiter la ville, ou en tout cas pour permettre aux artisans de travailler. Eh bien, on a une observation qui a été faite suite à une baisse de chiffre d'affaires extrêmement importante, notée dans une artère qui s'appelle la rue Sainte-Catherine de Bordeaux, qui est la rue principale commerçante. Eh bien, on a vu une explosion des liquidations judiciaires, avec une baisse de chiffre d'affaires colossale, de plus en plus importante. Il y a de multiples raisons, mais cependant, un détail assez important à noter, c'est un article qui nous vient directement de Ouest France, qui a fait en fait une étude pour regarder les codes postaux des différents tickets de caisse qui ont pu être produits. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent de ce qu'on appelle de la zone extra-rocade, parce que depuis que nous avons un maire écologiste, eh bien, il y a une impossibilité de circuler, que ce soit pour aller sur la fameuse rocade, je pense que chez les Parisiens, on appelle ça le périph', ou le périphérique parisien, qui est un enfer sur lequel circuler avec des bouchons continus. Eh On bien, appelle ça la rocade à Bordeaux. ah ben voilà, oui, c'est ça, la rocade. Et donc cette fameuse, en fait, la zone extra-rocade, donc dites-vous bien que les conséquences sont catastrophiques pour les citoyens. Encore une fois, on est dans un contexte de crise économique, on est dans un contexte aussi évidemment de haine
de soi, c'est-à-dire la guerre du tous contre tous, une élite qui méprise sa population et qui demande d'être de plus en plus mobilisée dans l'esclavage afin de pouvoir payer la dette, etc., eh bien, les personnes ne vont plus en centre-ville parce qu'ils ne peuvent plus circuler. Et vous avez donc les commerces qui n'ont plus accès à une certaine clientèle et donc à une certaine consommation. Et donc, on a une explosion des liquidations judiciaires. Et n'oubliez pas, lorsque on commence à mettre tout bout à bout, on peut se demander même s'il n'y a pas en fait un agenda qui peut être un peu plus vicieux. Je vous rappelle que de nombreux commerces qui ont tenu pendant la période Covid et après, eh bien, sont encore pour certains en train de rembourser leurs prêts d'État à taux zéro parce qu'ils n'ont pas récupéré leur chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant la crise sanitaire. Et donc, même si le prêt d'État était à taux zéro, eh bien, pour le remboursement, comme ils n'ont pas récupéré le chiffre d'affaires équivalent à celui qu'ils pouvaient faire avant la crise, eh bien, ils se retrouvent simplement endettés, ponctionnés, et ils meurent à petit feu. Voilà. Donc ça, c'est juste mon simple petit commentaire. Donc, continuons tout de suite. Nicolas, après cette petite focale sur en fait quelque chose qui est quand même très important parce que ça impacte le quotidien de tous les Français. Quel autre élément, selon toi, mérite d'être développé dans cette revue d'actualité nationale? Le budget, le contre-budget du Rassemblement national, qui diffère en effet en grande partie, si j'ose dire, enfin sur ces fameux 60 milliards. Pour le reste, c'est une reconduction. Donc en fait, c'est quand même que dans le détail que le contre-budget du Rassemblement national aura lieu. Je ne veux pas absolument toujours faire la fine bouche parce que c'est le Rassemblement national. C'est Jean-Philippe Tanguy qui a fait une conférence de presse hier à l'Assemblée nationale pour détailler ce contre-budget, donc qui est une reconduction absolument de tout, sauf sur ces 60 milliards, ou alors on se crêpe le chignon. Est-ce à dire qu'ils voteront une censure avec le nouveau Front populaire sur le budget, parce qu'évidemment, ils l'ont dit, tout le monde l'a dit, une majorité l'a dit, ils ne voteront pas le budget, mais ça Barnier s'en fout, hein, puisqu'il utilisera le 49.3 sans aucun souci, sans aucun état d'âme, comme ont fait d'ailleurs ses deux prédécesseurs sur ce type de sujet. Pas Attal. Attal n'a jamais, l'éphémère Attal, je le rappelle, est un ministre qui n'a jamais eu à défendre ou à voter un budget de sa vie. Il a toujours fait des espèces de petits sauts de puce. Il est là depuis longtemps, mais il n'a jamais, en fait, il est passé d'un ministère à un autre systématiquement, jusqu'à Matignon, mais il n'a jamais eu à assumer un budget. Donc on ne saura jamais s'il aurait utilisé le 49.3, mais on imagine bien que oui. Celle qui s'y était coltinée depuis l'absence de majorité de Macron en 2022 à l'Assemblée nationale, c'était Elisabeth Borne, qui est revenue d'ailleurs dernièrement dans un média, je crois le Parisien, j'en sais rien, sur l'injustice à ses yeux d'avoir été foutu dehors de Matignon par Emmanuel Macron. Donc alors il y a des précisions sur la commission des finances qui va bien, semble-t-il, se transformer en commission d'enquête sur les dérapages des budgets 2023 et 2024, non pas donc tant sur la prévision et sur le déficit en lui-même, que sur ce dérapage considérable entre le budget prévisionnel et l'exécution et l'exécuté du budget. Et cet écart quand même énorme pose une question fondamentale. Je donne un cours très rapide de finances publiques. Il y a le principe, qui est un principe vraiment essentiel à la finance publique, donc au budget, c'est le principe de sincérité. Normalement, un budget est retoqué s'il est insincère. Vous devez prévoir, dans les sections dépenses comme dans les sections recettes, même vous pouvez être en déséquilibre, le gager sur des fonds de roulement, ou le gager pour le budget de l'État sur la tête des Français et de leurs descendants, mais en tout cas, il doit être au moins sincère. Alors, je ne sais pas si la coupure vient aussi, voilà, de Nicolas. Hop! Et avant de rendre la parole à Nicolas, tac, tac, hop, on mélange. Nicolas, on t'entend à nouveau. J'aimerais aussi, une fois que tu termines J'en ce étais où? avant que tu continues ce propos-là. Est-ce que j'ai... La sincérité. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. C'est avant de revenir sur ce point-là, qui est en fait de parler de ce qui pourrait devenir l'enquête parlementaire. Il faudra aussi prendre le temps, Nicolas, et après on laissera Lara réagir, de nous donner peut-être plus de précisions sur ce fameux contre-budget proposé. J'allais le faire. Eh bien voilà, je te laisse la parole. Donc c'est le principe de sincérité budgétaire, tout le monde l'a entendu? Ou je suis obligé de redonner un cours magistral? Non, tu peux, on t'a entendu, ça a coupé quelques secondes quand même. Très bien. Alors oui, justement, le contre-budget, donc sur les 60 milliards, je rappelle, c'est Jean-Philippe Tanguy qui était à l'Assemblée nationale hier.
Alors, parmi les propositions, une taxe de plus. Merci, une taxe de plus. Ça, c'est quand le RN cherche à concurrencer les filles. Une taxe à 33% sur les rachats d'actions, qui engrangerait 8 milliards 8. Bon, là, on s'attaque à la haute finance internationale. Attention, 8 milliards 8. Tremblay, BlackRock, Tremblay, spéculateur de tout poil. Les tarifs préférentiels accordés à des fournisseurs d'énergie. Là, je dis bravo à Monsieur Tanguy, pour le coup, il a parfaitement raison. 6 milliards d'euros escomptés, vous savez, c'est cette espèce d'imposture qui fait qu'il rachète à des taux préférentiels à EDF, qui lui est obligé de donner ses dividendes, ce qui fait qu'il ne peut plus faire de travaux d'infrastructure. Donc ça explique pourquoi les centrales tombaient en panne, les centrales nucléaires, parce qu'on leur piquait leur argent, donc leurs dividendes, directement dans les poches de l'État. Et donc toutes ces sociétés pique-assiettes qui vivent au crochet de réglementations bruxelloises sur la libération du marché de l'énergie, eh bien il va falloir les taxer évidemment, puisqu'elles ont un tarif préférentiel et qu'elles ne sont pas taxées. Donc Tanguy a parfaitement raison sur ce point. Je serais bien en difficulté de lui donner tort, puisque c'est ce que je demande depuis longtemps. Alors, sinon, classique, aide médicale, il veut la transformer, cette AME. Et oui, on va parler de l'AME, Raphaël, l'aide médicale d'État. Je ne l'ai pas oublié non plus aujourd'hui. Réservée aux étrangers, c'est terminé avec le RN, ce serait terminé avec le RN. Et ils veulent en faire une aide d'urgence transformée plutôt pour les Français. Il propose à nouveau de réduire la contribution de la France à l'Union européenne. Là, je dis bravo aussi, moins 5 milliards, même si on ne les entend pas, par exemple, sur les milliards donnés à Zelensky et à l'Ukraine. Il faut rester le petit doigt sur la couture et arborer tous les signes et tous les insignes du soutien à cette belle démocratie qu'est l'Ukraine, comme tout le monde le sait. Baisser l'aide publique au développement, 2 milliards 3. C'est étonnant parce qu'ils passent leur temps ils ne jurent la main sur le cœur au Rassemblement national que certes il faut virer les immigrés ou certains immigrés, mais par contre il faut les aider à se développer chez eux. Là, ça n'en prend pas le chemin. Alors il a aussi ô combien raison, il récupérerait 6 milliards sur des subventions données par l'État aux énergies intermittentes. C'est une formule de Jean-Philippe Tanguy, il a raison, et ce serait sur le solaire et l'éolien, en effet, où il y aurait moins de subventions de l'État. On ne peut pas lui donner tort. Il veut mettre fin à l'abattement fiscal des journalistes. Oh, combien il a raison. En effet, ces journalistes, ces faux et mauvais journalistes ne méritent en aucun cas cet abattement fiscal qu'on leur retire au plus vite. Comme on devrait aussi retirer un certain nombre d'abattements fiscaux, Monsieur Tanguy, sur le député que vous êtes. N'hésitons pas, pendant qu'on y est, occupons-nous aussi de nos élus. Niche fiscale des armateurs n'est plus visée. Alors, le RN, sinon, s'oppose à la désindexation partielle des pensions de retraite, ça on le savait, tout comme à la réforme annoncée des allègements de cotisations patronales, assumant au passage de renoncer aux 3,6 milliards et 4 milliards d'euros d'économies censées être faites grâce à ces mesures. Et enfin, les RN plaideront également pour renflouer les crédits de l'intérieur, de la justice et de la recherche, et pour rétablir 2000 profs d'enseignement sur les 4000 suppressions annoncées, ce qui, pour moi, est de l'ordre de la pure démagogie. Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de petits camarades concernant l'éducation nationale, qui manquerait cruellement d'enseignants et de personnel pour l'avoir vécu de l'intérieur pendant 27 ans. Je pouffe de rire. Je dirais tout simplement que on devrait déjà peut-être commencer ceux qui sont affectés à un poste syndical, ceux qui sont en congé longue maladie depuis 5 ans, déjà commencer à s'occuper de faire travailler les fonctionnaires de l'éducation nationale, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, il n'y a aucun amalgame, que c'est le cas de tous les fonctionnaires de l'éducation nationale, mais il faudrait faire un grand audit, je pense, sur ce sujet, pour voir quelles sont les ressources véritables dont nous pouvons bénéficier pour ce qui est évidemment la mission, une des missions, et la mission peut-être numéro 1 pour l'avenir, en tout cas, de notre pays, c'est-à-dire l'éducation nationale.
Merci Nicolas. Lara, un commentaire sur ce sujet? Je pense que tu auras certaines choses à nous dire. Oui, déjà un commentaire. Moi, je pense qu'il est pas mauvais de penser justement repenser la taxation sur les portefeuilles parce que d'une part, c'est le seul ISF qui a été supprimé. Rappelons-nous que nos dirigeants, nos gouvernants pensent que vaut mieux avoir l'argent libre partout dans le monde, enfin ou les placements en tout cas, et que le seul bien, la seule richesse qu'on peut pas placer ailleurs, bah, c'est l'immobilier, reste toujours taxé dans le cadre de l'ISF. Donc moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle et très bonne chose. Après, les autres réactions, bah, c'est normal de la part de Marine Le Pen de ne pas accepter l'absence d'indexation sur les pensions de retraite. C'est quand même, enfin, faut voir ce que les gens subissent en termes d'augmentation et d'inflation, d'augmentation des prix et d'inflation, et c'est tout à fait incohérent de priver nos anciens de leur pouvoir d'achat qui n'est déjà pas faramineux. Hein. Donc Que voilà. des Hop là, mesures très bien. sociales. Je devais La Rastam est très sociale ce matin, j'observe. Oui, non, mais enfin, moi je comprends Marine Le Pen, elle a aujourd'hui un électorat populaire, elle s'adresse à eux quand cherche à défendre leurs intérêts. C'est tout Il à n'y a fait plus d'argent, ma bonne dame. Pardon? Il n'y a plus d'argent, ma bonne dame. Ah, il y a plus d'argent, bah, justement, si la contre-mesure, c'est la suppression de l'AME, moi, je rappelle que quand on parle d'AME, il y a certains qui viennent, recoller leurs oreilles, hein. Il y a certains qui font des opérations type, C'est pas le cas chirurgie du Brassa. esthétique, hein, avec l'argent des Français. Donc si on peut, remplacer cela par autre chose, et moi je pense qu'effectivement il faut secourir ceux qui ont une urgence, etc. Ça, c'est quel que soit l'humain, mais pas accorder un droit comme ça d'aller profiter du système français qui est déjà, système hospitalier français, qui est déjà très, très défaillant et très... Alors j'aurais une question à vous poser, finalement tous les 2. Je laisserai d'abord la parole à Lara, ensuite à Nicolas. C'est parce que là, pour nos spectateurs, peut-être qu'il peut y avoir une certaine confusion, ou quelque chose, en tout cas un aspect qui mériterait d'être plus clair. C'est que là, on parle de contre-proposition, enfin d'un contre-budget, Oui, du Rassemblement national. Alors moi, tout simplement, je vous pose la question, je pense qu'il est quand même peut-être nécessaire d'être clair, c'est, d'où sort cette ce contre-budget? C'est-à-dire cette proposition et surtout c'est, a-t-elle une chance, cette proposition de passer ou d'être imposée? Parce que finalement, je me dis, normalement, c'est censé être Michel Barnier, avec son gouvernement qui va pouvoir, prendre les décisions. Michel Barnier qui a en plus d'ailleurs expliqué que selon la situation, il pourra imposer certaines modifications du budget, enfin certaines lois sur le budget avec un 49.3. À quoi sert finalement cette initiative du Rassemblement national et surtout a-t-elle une chance, cette initiative, de passer, d'une manière ou même peut-être en partie? Moi, je me pose la question en tout cas. Pour moi, ça sert absolument à rien ce genre de proposition. Bah, je pense pas que ça sert à rien dans la mesure où, un gouvernement qui souhaite faire passer un 49.3 mais qui n'a pas d'assurance que derrière il y aura pas une mention de censure votée, là on est dans ce cas de figure-là, enfin vraiment, ils vont utiliser le 49.3, ça c'est évident. Par contre, il va y avoir une motion de censure. Est-ce qu'elle sera votée, est-ce qu'elle sera adoptée ou pas? Ce gouvernement risque de sauter s'il n'écoute pas, aujourd'hui un tas de groupes qui font des contre-propositions. Et le groupe RN est le plus important à l'Assemblée. Mmh. Nicolas, un commentaire en 1 minute 30 avant de passer à la suite de l'actualité et avant qu'on migre vers l'actualité internationale. Qu'est-ce que tu penses, en tout cas, comme je l'ai dit, Avant la c'est faillite de l'État c'est déjà au niveau national et puis mmh. l'international. Oh, pas grand-chose, si ce n'est que ça va être par voie d'amendement. Donc, des amendements peuvent être votés. On peut proposer des amendements. D'ailleurs, on peut bloquer ou faire barrage à une loi par proposition intempestive de milliers et milliers d'amendements. Mais il y aura des amendements, donc ils vont les proposer, ils seront votés ou pas. Ils passeront peut-être en commission aussi des finances préalablement. C'est difficile à dire, mais je
pense que la loi de finances inclura un certain nombre de modifications avant même le passage au 49.3. Mais sinon, c'est la voie de l'amendement. Donc non, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait. Mais que certains des éléments pourraient être éventuellement repris, même si c'est globalement assez peu probable. Je suis d'accord avec toi, Raphaël. Très bien, merci Nicolas. Est-ce qu'il y a une autre information? Je crois que là, on va rester dans la notion économique, mais aussi des répercussions que ça peut avoir sur la population, en tout cas sur les travailleurs. Tu nous as parlé hier, Nicolas. On en avait parlé aussi, je crois, avant-hier, sur le Doliprane, qui n'est pas un simple médicament consommé massivement et qui crée beaucoup de problèmes de foie d'ailleurs. Si on reprend en tout cas les propos de Didier Raoult qui a expliqué que parmi les greffes de foie, eh bien, l'une des premières causes était due à la consommation massive de Doliprane et des mauvais effets que ça pouvait avoir. Donc je vous rappelle... Avant la bibine. Exactement. Je vous rappelle donc Doliprane vendu en fait aux Américains pour un fonds, en tout cas en partie, c'est-à-dire je crois 50%, pour 15 milliards d'euros, si je me trompe pas, Nicolas, je crois que c'était ça, une telle somme. Il y a une réaction de la part des travailleurs, si je me trompe pas. Qu'as-tu à nous dire sur ce sujet qui est quand même relativement important, parce que là, on parle peut-être juste du Doliprane, ce sera mon dernier commentaire, mais souvenez-vous que quand on commence à cumuler par-ci, par-là, ces types d'informations, c'est qu'on voit encore une fois ce désossage, c'est-à-dire de tout ce qui peut appartenir à la France. Donc Nicolas, quel est ton commentaire à ce sujet ? C'est le dernier point de cette revue de presse sur le plan national, c'est ce que j'appelle faillite de l'État, c'est-à-dire l'incapacité qu'a l'État à faire respecter sa souveraineté. Et sa souveraineté, c'est aussi sa souveraineté économique. Que ne nous avait-il bassiné pendant le Covid, Macron, sur la souveraineté de la France et de l'Europe, en disant nous allons retrouver notre souveraineté. On voit qu'en fait, encore une fois, ils parlaient pour ne rien dire. Et ils font exactement l'inverse. Ils ont beau raconter des histoires comme quoi les salaires seront et les emplois seront maintenus, qu'il y aura une facilité d'approvisionnement des Français sur le Doliprane, ce dont, en effet, au vu de ces effets, de certains de ces effets indésirables, on se fout royalement. Mais en tout cas, c'est un fleuron de Sanofi qui est vendu, qui va faire une grosse culbute financière, Sanofi, avec ses 15 milliards, ça sera des dividendes pour les actionnaires de Sanofi. C'est-à-dire que là, ils vont se goinfrer, évidemment, en vendant les bijoux de famille, les fleurons. Et donc là-dessus, il fallait évidemment absolument mettre un barrage. Ils ne le feront pas. Donc, les syndicats ont appelé à une grève illimitée. Ça, c'était pour la faillite en termes de souveraineté économique. En termes de faillite de l'État sur l'aspect sécuritaire, l'État se doit, c'est même constitutionnel, et Monsieur Fabius, et ça n'est jamais respecté. C'est-à-dire qu'il y a un devoir du président de la République. Certains avaient eu, à mon avis, raison de vouloir l'assigner et de le traduire en haute cour par rapport à Calais, par rapport au non-respect. Il se doit de faire respecter l'intégrité territoriale du pays, par exemple. Donc là, il y a une faillite totale. Quant à la police, alors on apprend, ce qui est quand même cocasse, on l'avait vu sortir en retirant sa cravate, ancien ministre en bras de chemise, Moussa Darmanin, qui est fier de s'appeler Moussa, parce que s'il s'était pas appelé Gérald, il n'aurait jamais eu la carrière fulgurante, ascensionnelle qu'il a eue, comme si c'était à cela qu'il devait, à son prénom, sa carrière. C'est à de toute autre raison, entre autres un esprit de courtisanerie et de trahison, Monsieur Darmanin, qui ne s'est jamais démenti chez vous, jamais. Donc il conserve 12 policiers et 3 voitures de fonction, tout le temps avec lui, Moussa. Il n'est plus qu'un simple député en bras de chemise, il a retiré sa cravate devant les caméras, mais voilà. Et ça, ça aussi, ça coûte, et ça coûte cher. Vous rendez-vous compte? Même un ancien président, je crois, n'a pas autant. 12 policiers, 3 voitures. Donc il y a toujours un mini-convoi Oukaï Moussa. Belle promotion sociale, Moussa, bravo. Dernier point, décidément, j'ai un mauvais esprit ce matin. La police municipale de Saint-Denis. Alors là, c'est quelque chose. Il y a eu une petite enquête qui est sortie, qui, moi, me régale. Donc, la ville socialiste de Saint-Denis voit sa police municipale complètement lui échapper. C'est dans Valeurs Actuelles. Alors, dès que des agents mettent en joue leurs collègues, d'autres tirent au LBD dans les couloirs du commissariat. Inoffensive en apparence et dérive illustre une réalité plus sombre. Les agents, tenez-vous bien,
donc les agents de la police municipale, ne connaissent pas le code pénal. Certains parlent à peine français, déplore un agent arrivé il y a quelques années. Voilà, autour du directeur Sofiane El Bekkasmi, surnommé par ses collègues le roi du Maroc, un clan d'une dizaine de brigadiers semble récolter tous les privilèges, notamment financiers. Vers le centre-ville, alors là c'est pas beau non plus, les migrants haranguent par dizaines les passants pour écouler leurs cigarettes de contrebande. Les policiers les prennent à part et les emmènent à l'écart des caméras pour les tabasser, confie un témoin. De quoi allonger la liste des griefs adressés à cette police municipale, abonnée au scandale, comme Valeurs Actuelles l'avait déjà signalé dans une enquête précédente. Donc ça, j'appelle ça vraiment la faillite la plus totale de l'État. C'est-à-dire que là, on peut même plus parler de pénétration de la mafia, enfin à tous les niveaux, mais là, même sur ce niveau-là, c'est effarant. Rendez-vous compte, des policiers municipaux qui ne connaissent même pas le code pénal. Mmh. Allons-y gaiement. Voilà, c'était le dernier mot que j'avais sur l'aspect national de notre revue de presse. Lara, je te donne la parole. As-tu une remarque peut-être sur cette situation policière qui est quand même inquiétante, c'est-à-dire sous certaines anecdotes, même si là, il y a eu l'anecdote du fait de pouvoir nommer un collègue roi du Maroc. Moi, ce qui m'interpelle en tout cas, c'est vrai que c'est l'absence de connaissance du code pénal, mais aussi de certaines attitudes qui semblent montrer une absence de discipline qui peut montrer un chaos pour des forces qui sont censées participer au maintien de l'ordre. Qu'as-tu à faire comme commentaire sur ce sujet-là ? Mais la police municipale, c'est le reflet des élus de la mairie. C'est eux qui la composent, c'est eux qui la dirigent, la financent, etc. Donc, s'il y a un moyen de soudoyer les électeurs, les administrés, c'est à travers justement cette police municipale. Donc, moi, ça me fait doucement rire parce que ça devait arriver et ça arrivera de plus en plus. Ça arrivera de plus en plus. La police municipale n'a pas à connaître le code pénal, tout simplement parce qu'elle n'a pas la possibilité de faire des procès-verbaux comme, enfin, elle ne peut qu'intervenir pour faire régner l'ordre quand c'est possible et ensuite appeler la police nationale. Il y a tout un tas de choses que la police municipale ne peut pas faire. Donc voilà. Enfin, moi dans ma localité où j'étais élue, j'avais une police municipale qui ressemblait un petit peu au RAID. Donc, quand ils débarquaient, c'était tellement impressionnant que l'ordre se mettait en place d'une façon naturelle. Les cow-boys, voilà, mais ils tabassaient personne, c'était juste l'équipement et leur façon d'être et qui permettait le respect, plus encore que de la police nationale. Mais ça, c'est parce que ça reflétait une mairie et les élus. D'accord, donc ce sont les élus qui influencent directement les effectifs, Oui. en tout cas les caractéristiques de la police municipale. Ah oui, tout à fait, directement. D'accord. Donc, On n'est pas sorti de l'intérieur. D'accord, une bonne information à avoir parce que c'est vrai qu'il faut faire la différence avec les différentes institutions, notamment entre la police municipale, nationale et même des forces de maintien de l'ordre que vous pouvez voir circuler, mais qui font partie plutôt de la gendarmerie, où là on est aussi sur une discipline et une manière de procéder complètement différente. Mais de toute manière, moi en tout cas, j'en profite juste avant de laisser la parole à Nicolas pour parler de l'actualité internationale, ayant quand même beaucoup de soutien pour les forces de l'ordre, parce que même si on peut critiquer la police ou les forces de maintien de l'ordre, surtout lors de certaines périodes de contestation sociale, eh bien dites-vous bien que la majorité du temps, les forces de police doivent gérer tout le temps, de jour comme de nuit, de nombreuses crises qui empêchent des faits divers ou gérer d'énormes événements très tristes de la population française, que ce soit en fait des bagarres, des violences, des personnes qui tentent de se suicider, qu'il faut venir aider ou autre, et tous les jours et tous les soirs ils sont mobilisés, et il y a un taux de suicide et d'arrêt maladie extrêmement élevé chez les policiers. Donc, je veux dire, moi, je ne serai jamais dans la logique ACAB, et je pense qu'il faut faire attention parce que les policiers aussi subissent. Par exemple, si on parle de la justice, dites-vous bien que ce ne sont pas les policiers qui décident de libérer les délinquants ou des personnes qui normalement mériteraient d'être jugées pour les actes qu'ils commettent sur l'espace public. C'est parce que justement la justice est défaillante derrière, et eux doivent composer avec. Voilà, donc ça c'est quand même à mon avis important de le rappeler, de ne pas avoir une haine policière intégrale, parce que tout simplement regarder le taux de suicide assez important qu'il y a là-bas, je pense que c'est une catégorie qui souffre aussi énormément. Alerte Info, géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés.
On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.